La Russie a toujours eu un avantage, mais je voudrais simplement soulever quelques points. Premièrement, les Russes ont déclaré avoir mobilisé 175 000 hommes depuis le début de l'année et qu'actuellement, ils en recrutent entre 30 000 et 40 000 par mois, en termes de volontaires et de soldats sous contrat. En revanche, les Ukrainiens, eux, peinent énormément. Entre le début de l'année et maintenant, ils ont peut-être réussi à en mobiliser 25 000, voire 30 000. Mais les taux de perte sont incroyables sur les lignes de front. Les Russes, selon les Ukrainiens, n'ont relâché la pression sur aucun secteur. Normalement, ce qui se passerait, c'est que les Russes, par exemple, s'ils avançaient vers Pokrovsk, les Ukrainiens concentreraient leurs troupes, lanceraient des vagues de drones contre eux, puis stopperaient les Russes. Les Russes seraient obligés de se replier sur les flancs et d'ajuster leurs dispositifs. Il y aurait une pause pendant que les Russes se retireraient, se rééquiperaient, puis reprendraient leur avancée. Actuellement, les Ukrainiens affirment qu'il n'y a aucune pause sur aucun secteur du front. Les Russes continuent de progresser. Cela signifie que, quelles que soient les pertes que les Ukrainiens infligent aux Russes, elles sont immédiatement compensées. Et le rythme des opérations se poursuit. Cela veut dire que les pertes infligées sont très faibles, très minimes. Parlons maintenant de cette idée fausse concernant les vagues humaines russes. J'ai eu une conversation très intéressante avec plusieurs officiers russes impliqués dans ces opérations. La façon dont la Russie mène cette guerre actuellement, c'est qu'elle contrôle totalement le champ de bataille. Vous savez, je ne pourrais pas survivre sur ce champ de bataille parce que j'arriverais en parlant de mettre, vous savez, une compagnie en ligne, d'avancer en bond d'équipe de feu, de sections se déplaçant ici, là et partout. Et mes marines seraient massacrées par des drones parce que j'aurais offert cette cible et les drones viendraient frapper. Les Russes parlent en termes de ce qu'ils appellent les 3 et les 6. Ainsi, le groupe d'assaut de base de l'armée russe est un élément d'assaut de 3 hommes. Cela signifie qu'ils prennent un morceau de terrain adapté à 3 hommes. Pour prendre ce terrain, ils l'isolent par la puissance de feu, ils le pilonnent, ils le coupent avec des drones, puis 3 hommes avancent sous la direction rapprochée du commandement et du contrôle supervisé par un drone. On leur dit littéralement « avance à gauche, à droite, là, ceci, cela, arrête-toi ». Le soutien des drones arrive et ils prennent une position. Voilà pour les 3. Ensuite, les 6 arrivent et prennent le contrôle de la position. Ensuite, ils se regroupent, ils apportent des munitions, ils tiennent la position, ils effectuent une rotation, une unité fraîche arrive, celle-ci repart, et ils répètent le processus, par groupe de 3 et de 6. Pendant qu'ils font cela sur le front, jusqu'à 40 km à l'arrière, les Russes déploient des essaims de drones. Rien ne bouge. Si rien ne bouge, aucun renfort n'arrive. Si aucun renfort n'arrive, les Ukrainiens n'ont aucune chance sur la ligne de front. Aujourd'hui, le ratio de perte entre Russes et Ukrainiens est de 20 pour 1. 20 pour 1. Quand l'élément de 3 hommes arrive, il attaque une position défensive ukrainienne qui compte entre 5 et 11 Ukrainiens. La plupart sont tués par l'artillerie ou sont sonnés. Les groupes de 3 arrivent et prennent des prisonniers. Ils peuvent capturer 4 ou 5 hommes, puis les groupes de 6 arrivent, consolident et les évacuent. Mais vous savez, il arrive parfois que les groupes de 3 arrivent et qu'un drone ukrainien parvienne à passer et les touche. Et c'est une mauvaise journée pour le groupe de 3. Ils sont morts. Parce que quand vous êtes 3 là-dehors, il n'y a personne pour venir vous secourir. Vous allez mourir. Vous allez être touché. Peut-être que des gens viendront plus tard essayer de vous évacuer, mais c'est une mauvaise journée. Mais 3 morts, ce n'est pas la même chose que, vous savez, 30, 40 ou 50 morts, ce qui arriverait lors d'un assaut du corps des marines. Les Russes
ne fournissent pas aux Ukrainiens les cibles nécessaires pour infliger un grand nombre de pertes russes. Les Russes ont pris le contrôle de toute cette ligne de front et ils dictent le rythme des opérations en utilisant des groupes de 3, de 6 et des drones. Et c'est jeu, set et match. Les Russes peuvent répéter cet algorithme toute la journée. Tant que les Ukrainiens ne peuvent pas renforcer adéquatement, cette guerre est terminée. Le New York Times vient d'annoncer que la Russie lance maintenant son offensive et on a vu Zelensky paniquer à propos de seulement 50 000 soldats. Comme l'a dit Scott, il y a eu un regroupement encore plus important de ces troupes. Ensuite, il y a des rapports venant d'Ukraine elle-même faisant état de désertion à un niveau significatif. Parlons de cette offensive. Le New York Times exagère-t-il la situation? Ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de grave, compte tenu de la réalité dont nous avons parlé plus tôt, à savoir que la Russie a apparemment pris la décision que cela allait se terminer violemment? Non, je pense que la Russie a lancé l'offensive une fois qu'elle a consolidé Kursk en mars. Donc, c'est simplement que les médias occidentaux ont du retard à rattraper. Et ce n'est pas que la Russie cherche à faire de la violence pour la violence, mais ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas citer un seul accord que les États-Unis ont conclu avec la Russie et qu'ils ont respecté. En fait, ils ont été à plusieurs reprises trompés par des présidents républicains comme démocrates au cours des 35 dernières années, depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Poutine, en particulier, a reconnu qu'il avait été beaucoup trop confiant envers certaines promesses. En fait, je connais Poutine. Lorsqu'il a été interviewé par Oliver Stone pour l'excellente série en 4 parties de ce dernier avec Poutine, il a fait remarquer que l'erreur commise par Gorbatchev avait été d'accepter une assurance verbale de James Baker sans l'obtenir par écrit. Mais même si c'est mis par écrit, rien ne garantit que l'Occident va s'y conformer et tenir ses engagements. C'est pourquoi la Russie, tout en espérant pouvoir dialoguer raisonnablement et attirer l'attention de l'Occident, a, je pense, reconnu que la seule voie possible ici serait une victoire militaire. La seule négociation sera du même type que celle qui a eu lieu à Stalingrad lorsque von Paulus a capitulé et remis la 6e armée aux Soviétiques. Ce sera le même genre de dialogue ou de négociation que celle qui s'est déroulée lorsque l'amiral Dönitz a capitulé et remis l'Allemagne nazie aux Alliés le 8 mai. Donc ça va se terminer par une victoire militaire de la Russie. Et ce ne sera pas seulement une victoire sur l'Ukraine, ce sera une victoire sur l'OTAN. Et je pense que cela va encore aggraver les tensions qui existent déjà au sein de l'OTAN, lorsqu'ils réaliseront qu'ils sont doués pour parler fort, mais qui ne peuvent pas assurer derrière. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Dmitri Medvedev a fait un commentaire sur X où il évoquait la possibilité que la zone tampon s'étende, en gros, à l'ensemble de l'Ukraine, si ces provocations et escalades devaient se poursuivre. Mais en même temps, la Russie cherche actuellement à établir une zone tampon importante en réaction à ces SM de drones dont vous parliez et à d'autres incursions sur son territoire. Parler de l'importance de cela à la lumière de ce que les médias occidentaux traditionnels, en particulier le New York Times, évoquent actuellement à propos de cette offensive. Eh bien, tout d'abord, la mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et l'Occident, c'est qu'il y a un vieux dicton. Les Russes sont lents à se préparer, rapides à agir. Le gouvernement de Vladimir Poutine s'est comporté de manière très équilibrée et contrôlée, s'exposant à de nombreuses critiques internes en Russie pour sa lenteur, son manque de décision, ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que la Russie n'agit que lorsqu'elle a rassemblé toutes les ressources nécessaires pour obtenir un résultat.
Poutine lui-même a reconnu qu'au début de l'opération militaire spéciale, il n'était pas prêt pour l'injection de 48 milliards de dollars de capitaux et de ressources qui a suivi l'effondrement des pourparlers de paix. Je pense que la Russie avait placé trop d'espoir dans l'idée que l'Ukraine accepterait les conditions de résolution du conflit via le communiqué d'Istanbul. Et lorsque cela s'est effondré, la Russie s'est retrouvée essentiellement dans une impasse. La preuve en est, par exemple, la décision de faire appel à Wagner par le biais d'un contrat. Ce contrat est daté de mai 2022. Cela signifie que la Russie n'envisageait pas la nécessité d'utiliser Wagner dans un rôle de combat massif et qu'il existait une lacune dans les capacités russes qui a obligé la Russie à se tourner vers une organisation de type Wagner. Donc, la Russie n'était pas préparée. Et elle ne s'est vraiment préparée à la réalité de cette guerre qu'après l'offensive de septembre et octobre 2022, qui a contraint la Russie, peut-être que cela a même commencé en août, à mobiliser 300 000 hommes et à réinitialiser le conflit. Et depuis ce moment-là, la Russie s'efforce de réinitialiser le conflit. D'abord, en stabilisant la situation par une guerre défensive, la mobilisation de son industrie de défense et le lancement d'une campagne aérienne stratégique à laquelle peu de gens ont prêté attention. Je veux dire, tout le monde parle de ce qui se passe sur la ligne de front. Personne ne parle du fait que la Russie a détruit la défense aérienne de l'OTAN. Je veux dire, l'OTAN a tout misé sur l'Ukraine pour construire ce bouclier de défense aérienne imbattable et impénétrable. Il n'existe plus. La Russie l'a épuisé, détruit. La Russie domine actuellement l'espace aérien. Vous savez, certains disent que les Russes ont la capacité de déployer jusqu'à 500 Geran, les équivalents des Shahed 138 au-dessus de l'Ukraine, et ce sont des modèles avancés utilisant des matériaux à faible section radar pour réduire leur visibilité. Ils sont équipés d'intelligence artificielle. Ils disposent de leur propre désignateur de cibles et de caméras d'acquisition d'objectifs. Ce ne sont plus les vieux drones d'autrefois, la machine à laver ou la mobilette. Ce sont des drones modernes qui arrivent, et ils sont dévastateurs. Et rien ne peut les arrêter. L'Ukraine est à court de ressources. Elle n'a plus de missiles italiens, plus de missiles français. Les systèmes Patriot sont épuisés. Ils n'ont plus rien. Et cela est dû à la campagne aérienne stratégique planifiée par la Russie pour submerger le réseau de défense aérienne le plus dense au monde que l'OTAN avait mis en place en Ukraine et qui a désormais été effectivement détruit. Personne n'en parle. Ainsi, la Russie dispose actuellement de tous les éléments nécessaires pour avancer. La Russie a déclaré que les 4 territoires qu'elle a acquis lors du référendum de septembre 2022 sont constitutionnellement russes. Ils appartiendront à la Russie. La mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et l'Occident, c'est que la Russie ne mettra pas fin à cette guerre tant qu'elle n'aura pas ces territoires. La nouvelle encore pire, c'est que la Russie a averti l'Ukraine que si elle n'accepte pas, et je pense que la ligne rouge, c'est la prochaine négociation, c'est la dernière chance de l'Ukraine. Accepter la paix ou 4 de plus. Et Medinsky ne ment pas. Les Russes ne mentent pas. Ils ne bluffent pas. Ils ne jouent pas. Ils sont lents à se mettre en route. Mais une fois la décision prise, ils agissent vite. Nous sommes donc sur le point de voir la Russie dire « Nous prenons 4 territoires de plus ». Mais en plus de cela, la Russie a déclaré « Nous construisons une zone tampon, c'est Tchernihiv, Soumy et Kharkiv, pour protéger les territoires russes, Belgorod, Kursk et Orel, je crois, contre les attaques ukrainiennes. » Cela dit, car la Russie l'a déjà laissé entendre par le passé, cela dit, cela va arriver. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les négociateurs américains, car cela ajoute encore une couche de complexité. Désormais, en plus d'obtenir que l'Ukraine se retire de 4 territoires,
l'Ukraine devra céder une zone tampon d'environ 150 km où elle ne sera pas autorisée à avoir de ressources militaires du tout. Cela va arriver. Je vous le dis tout de suite. Une fois que la Russie s'engage sur quelque chose, elle ne revient pas en arrière. Le moment d'éviter cela, c'était lors du dernier cycle de négociations. L'Ukraine ne l'a pas fait. Elle a intensifié le problème. Elle a lancé des attaques. Et maintenant, la Russie progresse. Selon les informations, Zelensky était en Allemagne, censé rencontrer von der Leyen ou quelqu'un d'autre pour une réunion de haut niveau, vous voyez, et il a dû partir parce que les Russes avaient percé à Soumy et menaçaient la ville de Soumy elle-même. Les Russes n'abandonnent pas. Cette contre-offensive ne concerne pas seulement la zone tampon, mais aussi de nouveaux territoires. Et les Russes ont les ressources pour le faire. Rappelez-vous, chaque jour où les Ukrainiens s'affaiblissent, les Russes se renforcent. Les 175 000 hommes qu'ils ont mobilisés, ce ne sont pas des remplaçants pour les combats, car la Russie ne subit pas ce genre de pertes. Ce sont des troupes destinées à deux nouvelles armées qui ont été équipées, entraînées et mobilisées, prêtes à être engagées pour la prochaine vague d'offensive, rejoignant des armées existantes qui avaient été retirées, rééquipées et réentraînées. Nous parlons donc de la capacité de la Russie à déployer jusqu'à 200 000 soldats là où elle le juge nécessaire. Et l'Ukraine n'a pas la capacité d'égaler cela. Les capacités de la Russie, comme Scott vient de le souligner, sont tout simplement stupéfiantes à bien des égards. L'un des moyens par lesquels je vois cela également relayé dans les médias grand public occidentaux, c'est que lorsque Donald Trump a fait ses commentaires sur Poutine, qui joue avec le feu, et que les médias lui ont demandé « Eh bien, comment allez-vous réagir à cela ?» Une grande partie des analyses dans les médias occidentaux s'est presque exclusivement concentrée sur des représailles économiques contre la Russie, en leur reprochant soi-disant de poursuivre ce conflit, en essayant de faire porter la responsabilité à Poutine et à la Russie. Quelle est votre réaction à cela? Parce qu'il semble que c'est là-dessus que, par exemple, NBC News vient de publier un rapport, explique comment Donald Trump pourrait exercer une forme de pression. Et vous ne trouverez rien de militaire là-dedans, en ce qui concerne les leviers d'action. Eh bien, l'ignorance concernant la capacité économique de la Russie est profonde et répandue. La Russie est le seul pays au monde qui pourrait construire un mur autour de lui-même et faire fonctionner une économie saine. Elle n'aurait besoin d'aucune importation d'aucun autre pays pour y parvenir. Même les États-Unis ne peuvent pas faire cela. Nous serions en quelque sorte en deuxième position. Mais nous avons toujours besoin des terres rares que la Chine traite. Si nous avions construit nos propres usines de traitement ici, nous n'en aurions peut-être pas besoin, mais ce n'est pas le cas. Et faire cela prendrait au moins 5 ans. Donc la Russie n'a pas besoin de l'Occident, ni des États-Unis. Elle aimerait avoir une relation avec eux, car en réalité, l'Occident et les États-Unis ont besoin de certaines choses venant de la Russie. Engrais, uranium. Donc, ce mythe selon lequel il suffirait de mettre suffisamment de pression sur l'économie russe pour qu'elle s'effondre a refait surface récemment. Il est très populaire. Je suis justement en train d'avoir un débat par email avec un type qui se prend pour un grand expert et qui insiste « Oh, la Russie va s'effondrer d'une minute à l'autre. Poutine va subir une énorme pression. » Ce qui, vous savez, est un léger détour, mais laissez-moi en venir à ce point. L'Occident semble obsédé d'une manière qu'il ne l'a jamais été avec aucun des dirigeants soviétiques, que ce soit Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Andropov ou Eltsine, par l'idée que s'il se débarrassait de ce seul homme, s'il se débarrassait de Poutine, tout irait bien. Et je me demande,
est-ce qu'ils ne lisent pas les tweets de Medvedev? Vous savez, je suis la campagne sur les réseaux sociaux de Medvedev. Parce que si Poutine n'est plus dans le paysage et que Medvedev prend les commandes, tout à coup on va se retrouver avec une Russie très différente, beaucoup plus agressive. Et cela s'explique par le fait que, vous savez, je pense que Poutine est un bien meilleur juriste que Medvedev. Medvedev est aussi juriste de formation, mais Poutine est beaucoup plus cérébral et reste très logique et rationnel. Medvedev est un homme passionné et peut se laisser emporter par l'émotion sur certains sujets. Et donc l'Occident se retrouverait vraiment dans une situation délicate. Donc, cet échec généralisé à comprendre la transformation qui a eu lieu en Russie sous la direction de Poutine depuis 1999, c'est une histoire miraculeuse. Des personnes que je connais qui étaient en Russie en 1998, 1997, à une époque où l'espérance de vie des hommes passait de 63 à 56 ans, où seulement 7% de la population pouvait être considérée comme classe moyenne, et les 92% restants vivaient dans la pauvreté. La Russie a littéralement été tirée de la fosse d'aisance, sortie des égouts, et s'est élevée pour devenir moderne, propre et prospère, avec une classe moyenne qui représente aujourd'hui environ 51 ou 52% de la population. Donc des changements spectaculaires. Et les Russes sont encore assez jeunes pour se souvenir de ce que ça signifie. L'Occident continue de tromper lourdement sur ce point. Oui, et Scott. Je vais juste ajouter un mot sur Medvedev, puisque cette conversation est déprimante. Alors je veux apporter une touche d'humour. Medvedev, c'est Sonny dans Le Parrain, et Poutine, c'est Don Corleone. Et souvenez-vous de ce que Don Corleone a dit à Michael. Celui qui viendra te parler de Barzini, c'est le traître. Souvenez-vous de ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est mort. Et ce n'est pas Sonny qui les a tués, c'était tous les autres. Poutine, c'est Don Corleone, il contrôle tout. Ce n'est pas personnel, c'est les affaires. Alors qu'avec Medvedev, tout est personnel. Et ces tweets, je les lis, je les apprécie, mais c'est Sonny. Et on sait ce qui est arrivé à Sonny. Il a fini dans une prison du New Jersey, vous savez, au péage, abattu par une bande de types armés de mitraillettes. Poutine ne va pas laisser ça lui arriver, même s'il a fini dans un hélicoptère à Koursk. Ce que je veux dire, c'est que il faut garder à l'esprit que Poutine n'est pas seulement un juriste, c'est un tueur à sang-froid. Et je ne dis pas ça de façon négative. Je veux dire que c'est un homme prêt à faire ce qu'il faut pour protéger la Russie. Mais il garde toujours à l'esprit les intérêts de la famille. Il ne sacrifiera pas la famille. Mais quiconque menace la famille finira au fond de l'eau. Est-ce que c'est le plus grand crime de Vladimir Poutine? Parce que je pense que même Donald Trump lui-même tombe dans ce dont Larry parlait à l'instant. Cette obsession pour Poutine. Cette obsession pour ce dirigeant en particulier. Et il semble que cela ne fait que continuer encore et encore, au point que ces escalades deviennent tellement dramatiques et explosives. Donc est-ce que le plus grand crime de Poutine, c'est justement d'être le dirigeant qui protège la Russie, comme vous l'avez dit, et qui est prêt à tout pour garantir la stabilité et la souveraineté continue de la Russie? Eh bien, laissez-moi le dire ainsi. Vladimir Poutine connaît les États-Unis d'Amérique mieux que Donald Trump. Et Vladimir Poutine connaît la Russie 400 fois mieux, non seulement que Donald Trump, mais aussi que l'ensemble de ses conseillers russes, ce qui signifie que Vladimir Poutine contrôle parfaitement la situation. Vous savez, j'ai donné à Donald Trump 100 jours, j'ai retenu ma langue. Bon sang, j'ai même pris sa défense, ce fils de pute à la tête orange. J'ai dit qu'il était le président des États-Unis. Je lui ai souhaité bonne chance. Il a une vision. Il veut mettre en œuvre cette vision. Et alors que je le voyais agir de façon imparfaite, je lui ai accordé le bénéfice du doute sur toute la ligne, y compris concernant la Russie. Mais il est temps maintenant de parler honnêtement.
Donald Trump est l'homme le plus incompétent à avoir dirigé la Maison-Blanche. Joe Biden n'était pas incompétent. Joe Biden était juste un légume. Autant je n'étais pas d'accord avec les choix politiques de Joe Biden, etc., autant Joe Biden, quand son cerveau fonctionnait, n'a jamais pu être qualifié d'incompétent. Joe Biden, when his brain worked, could never be called incompetent. He could be called stupid, foolish. On peut le traiter de stupide, d'idiot, tout ce qu'on veut, mais jamais d'incompétent. Trump, lui, est tout simplement à 100% incompétent. Tous les succès qu'il connaît ne sont pas dus à lui, mais aux actions de ses subordonnés, à commencer par Steve Witkoff, qui a accompli miracle sur miracle, pour être ensuite contrecarré par Marco Rubio, le secrétaire d'État de Trump. Keith Kellogg, le chef des négociations ukrainiennes de Trump, qui n'est qu'un imbécile. Scott Bessent, qui continue de croire, d'une manière ou d'une autre, que nous pouvons étrangler économiquement la Russie. Bien que je mette Bessent au défi de situer la Russie sur une carte, sans parler de ses champs pétrolifères, et de discuter de la complexité de la façon dont la Russie génère des revenus issus du pétrole, des différentes méthodes utilisées pour acheminer ce pétrole vers le marché, et des raisons pour lesquelles il est impossible d'étrangler la Russie, même si l'on impose des droits de douane de 500% aux pays qui importent son pétrole. Tu vas vraiment imposer des droits de douane à l'Inde, qui vient justement d'acheter ce mois-ci plus de pétrole à la Russie que jamais auparavant, ou à la Chine, qui a réorganisé son infrastructure énergétique pour dépendre fortement du pétrole russe. Quoi? La Chine va maintenant se dire « Oh mon Dieu, j'aurais dû y penser. On ne va plus faire ça. 500% de droits de douane. » La Chine ne va pas reculer. Trump va encore se retrouver coincé dans une impasse rhétorique et devra faire marche arrière. Trump ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça le problème. Et tu sais, même Witkoff ne vaut que ce que valent les instructions qu'il reçoit. Witkoff a la capacité de s'asseoir avec les Russes et d'écouter, ce qui est une compétence que Donald Trump n'a tout simplement pas, d'absorber, une autre compétence que Donald Trump n'a pas, de comprendre, encore une compétence que Donald Trump n'a pas, puis d'être capable, vous savez, de présenter le résultat de ce processus en disant « voici la réalité russe ». Si vous vous souvenez, au début de ce processus, lorsque la Russie et les États-Unis ont commencé à discuter, l'une des choses que j'ai vraiment appréciées était le fait que chacun des responsables de l'administration Trump, même Marco Rubio, disait « il s'agit d'une discussion basée sur la réalité ». Et c'est là toute l'importance du dialogue. Mais Trump ne vit pas dans un monde basé sur la réalité. Il vit dans le monde de Trump, où il croit pouvoir arriver, mettre la pression sur les gens et les voir s'effondrer comme un château de cartes. Vladimir Poutine ne s'effondrera jamais face à Donald Trump. Trump devrait le savoir. Je ne suis pas un expert en lecture du langage corporel. Je veux dire, Larry, tu le sais. On faisait tout semblant, à l'époque où on observait le Kremlin. Oh mon Dieu, Brejnev est mort. Qui se tient à côté d'Andropov, qui porte un chapeau, qui porte une écharpe. Que se passe-t-il? Cela semblait tellement important. Mais en réalité, cela ne veut rien dire. Mais tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous savez, avec Trump, ce type ne connaît absolument rien à la Russie. Et personne dans son entourage ne connaît quoi que ce soit à la Russie. Il n'y a pas d'expert russe. Tulsi Gabbard, que Dieu ait son âme, n'est pas une experte de la Russie. Elle ne sait rien sur la Russie. Larry a passé plus de temps en Russie, ayant des interactions de meilleure qualité avec les Russes que, j'imagine, le meilleur spécialiste de la Russie à la CIA. Vous savez, le meilleur spécialiste de la Russie à la CIA, ou la meilleure, ça pourrait être une femme aujourd'hui, est choisi parce que on ne devient pas aujourd'hui le meilleur spécialiste de la Russie à la CIA en étant un véritable expert de la Russie. Vous obtenez cela en jouant le jeu idéologique.
Cela signifie qu'à un moment donné, vous avez obtenu un diplôme avancé et rédigé une thèse affirmant que Vladimir Poutine est un autocrate maléfique et l'ennemi de la démocratie. C'est ce qu'a fait Fiona Hill. C'est ce qu'a fait, vous savez, cet Andrea Taylor. C'est ce qu'ils font tous. C'est ainsi qu'ils se sont fait une réputation. Ils ont écrit une thèse de doctorat en disant « Vladimir Poutine est l'homme le plus maléfique du monde et nous devons nous en débarrasser. » On leur dit « Oh, vous êtes parfait, venez travailler pour la CIA. » Ils ne savent rien de la Russie. Ils ne sont jamais allés en Russie. Ils ne peuvent pas comprendre la Russie. Ils savent peut-être parler russe, mais ils ne parlent pas aux Russes. Je vais vous dire ceci. J'ai eu plus d'interactions de qualité avec des officiers militaires russes que l'ensemble de l'organisation du renseignement de la défense au cours des 2 dernières années. Parce que j'ai eu l'audace d'assister à des réceptions à l'ambassade de Russie, où j'ai développé une bonne relation avec l'attaché de défense et ses officiers. On ne parle de rien. On boit de la vodka, on discute de tout et de rien. Mais le fait est que j'ai une meilleure relation, de meilleures interactions et une meilleure capacité à comprendre les opinions russes, ce qui devrait être la fonction de la Defense Intelligence Agency et de notre bureau de l'attaché de défense. Mais nous ne le faisons pas. Nous n'engageons pas le dialogue. Nous ne leur parlons pas. Donc nous sommes ignorants à leur sujet. Donald Trump est otage d'un système qui a depuis longtemps oublié ce qu'il fallait faire pour être de véritables experts de la Russie. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont une bande de propagandistes russophobes, intellectuellement endommagés. Et si vous êtes conseillé au plus haut niveau par ces personnes, vous ne comprendrez jamais ce que les Russes essayent de vous communiquer. Et vous ne serez jamais capable d'exploiter les avantages qui pourraient se présenter au cours des négociations. Trump s'est condamné lui-même à l'échec. Vladimir Poutine va gagner à nouveau. Nous comprenons le langage corporel, c'est pour cela que j'en parle. Vous vous souvenez quand Trump a rencontré Vladimir Poutine, c'était à Helsinki en 2018, je crois, ou peut-être 2019, et ils sont allés dans l'arrière-salle, et Trump a eu des ennuis parce qu'il avait amené, vous savez, un seul interprète. Mais vous savez, personne d'autre n'était là pour prendre des notes. Et quand ils sont sortis pour donner une conférence de presse conjointe, Poutine est arrivé totalement maître de la situation. Je veux dire, il était vraiment élégant, sûr de lui, avançant vers le micro. Je ne suis pas expert en langage corporel, mais je me disais, voilà un homme qui se sent bien par rapport à ce qui vient de se passer et qui a confiance en lui. Trump est arrivé, voûté, la tête baissée, abattu. Il n'avait aucune confiance en lui. Quel que soit le coup qu'il a essayé de jouer avec Poutine, ça n'a pas marché. Je ne dis pas que Poutine le possède. Je ne dis pas que Trump a été compromis d'une manière ou d'une autre. Je dis que Donald Trump ne peut pas affronter Vladimir Poutine et gagner. Parce que Vladimir Poutine est plus fort, plus intelligent, plus vif, il connaît son sujet, et au final, il n'est pas stupide. Et Donald Trump, lui, est stupide. Il ne sait tout simplement pas ce qu'il fait. Il est prisonnier de sa propre rhétorique, prisonnier de son propre ego. Et si nous ne faisons pas attention, cela pourrait nous entraîner dans une guerre avec la Russie, ce qui est la dernière chose que la Russie souhaite et la dernière chose dont l'Amérique a besoin. Donald Trump parle anglais, à peine. Vladimir Poutine parle russe, allemand et anglais. Il peut tenir des conversations en anglais, peut-être pas aussi aisément que Lavrov, mais presque. Si vous n'avez jamais regardé la série en 4 parties d'Oliver Stone, ces entretiens d'1 heure, 4 heures d'interview avec Vladimir Poutine enregistrés entre 2015 et la fin de 2016, je vous en prie, faites-le. À tous vos spectateurs, allez sur YouTube, cherchez-la, regardez-la s'il vous plaît. Parce que cela vous donne une véritable idée de la qualité humaine de Vladimir Poutine,
qu'il n'est pas un mégalomane. Il n'exige pas que tout le monde soit autour de lui pour lui dire à quel point il est formidable, à quel point il est un génie, à quel point il est intelligent. Il est capable d'autodérision. Et sur le plan du langage corporel, dans la 4e partie de cette série, Oliver Stone le cuisine vraiment, lui demandant en substance « N'êtes-vous pas en train de devenir un dictateur puisque vous êtes au pouvoir depuis 17 ans et que vous ne montrez aucun signe de relâchement ?» Quand on regarde Poutine, l'un des indices du langage corporel, c'est que si vous êtes assis les bras ouverts et les jambes écartées, vous êtes détendu, ouvert, vous ne vous sentez pas du tout sur la défensive. Et c'est ainsi que Poutine est resté tout au long de cet échange. C'était une attaque assez virulente de la part d'Oliver Stone. À aucun moment il n'a croisé les bras. Et comme Scott le faisait remarquer, vous savez, les gens baissent la tête, montrent des signes de résistance et se referment. Et ce n'était pas seulement lors de cette interview-là. On le voit encore au fil de 4 heures d'entretien et face à des questions difficiles. Poutine reste toujours calme, détendu, logique. Il admet ses erreurs quand il en a commis, mais il garde une vision claire de son devoir en tant que dirigeant du peuple russe. Et je pense que ça explique, Scott, ma frustration envers Donald Trump. Trump est capable de tant de bonnes choses. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait entre les mains la possibilité de mettre fin à la guerre en Ukraine, de mettre fin au génocide en Palestine et de conclure un accord de paix global avec l'Iran qui garantirait que l'Iran ne construise jamais d'armes nucléaires. Ils n'en construisent pas actuellement. Ils n'en ont pas, mais ça permettrait de le solidifier afin qu'il ne soit pas soumis à la limite de 10 ans imposée par le JCPOA. Mais il ne l'a pas fait, et à la place, il fait ces déclarations tonitruantes, juvéniles, enfantines. Non, Poutine est fou. Et vous savez, c'est en quelque sorte, je suppose, le résultat naturel de ce que l'on obtient avec un narcissique qui se préoccupe plus de lui-même que de son pays. Je dirais ceci en me basant sur l'observation des actions de Poutine, pas ses paroles, mais ses actions, au cours des 26 dernières années. Ce n'est pas un narcissique. Je veux dire, a-t-il de l'amour-propre? Bien sûr. Mais sa priorité a toujours été le bien-être et la prospérité du peuple russe. Et cela se reflète dans ce que l'on voit. Si vous voyagez là-bas, si vous vous promenez dans les rues, j'ai arpenté les rues de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Je les ai parcourues la nuit, tard le soir, propres, sûrs, et les gens sont heureux.